Magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal magazine pluriel. En voici le sommaire. Un fier hommage a été rendu hier à Jimmy Hope. C'était au cours d'une cérémonie où l'illustre artiste de la chanson et peintre a été élevé à titre posthume au rang d'officier de l'ordre du Mono. La cérémonie a été présidée par le chef du gouvernement. Pelé Phonie édition 2019, c'est fini. Le cadre d'échange sur la sauvegarde du patrimoine culturel de la préfecture de Pelé a connu hier son apothéose. L'édition a coïncidé avec les 15 ans du festival Agrobioculture. Après moins de 48 heures au Mozambique, le pape François a entamé ce samedi la deuxième étape de son voyage. À Madagascar, le pape a encouragé la lutte contre la corruption, la spéculation, la pauvreté et le respect de l'environnement. La haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à policière a organisé la campagne de sensibilisation avec l'étape de la préfecture du Golfe. Cette campagne nationale de sensibilisation a abordé plusieurs thématiques dont les causes et impacts de la corruption sur l'économie nationale, la répression des actes de corruption et d'infractions assimilées. Pour nous en parler, nous avons invité M. Sohana Uyao. Il est le président de la Aplicia. Et puis, à suivre toujours dans ce magazine, les autres rubriques, les échos du palais et la revue de presse. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Les grandes valeurs de l'islam et l'éthique en islam, c'est le thème de la conférence islamique de la région maritime et du Grand Lomé qui se tient depuis ce matin au Palais des Congrès de Lomé. L'éclat de cette rencontre qui réunit les fidèles de diverses obédiences religieuses du Togo et ceux venus du Bénin, du Burkina Faso, du Ghana, du Niger et du Nigeria a été rehaussé par la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Yawa Djibo Ditchegan. La rencontre qui œuvre à la culture de la paix et du vivre ensemble est à sa 4e édition après celle de Kara, de Sokodé et de Dapon. Un fier hommage a été rendu hier à Jimmy Hope. C'était au cours c'était donc dans une ambiance calme et émotive au centre culturel Canal Olympia de Lomé. Outre les autorités et membres de famille, plusieurs artistes et fans togolais étaient au rendez-vous. Tous ont témoigné leur affection à ce géant de la musique togolaise. C'était, nous le disions, en présence du chef du gouvernement, Gabriel Ayena. Feu Senaya Kofi, alias Jimmy Hope, au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons à titre posthume officier de l'ordre du Mono. C'est le Premier ministre Commissaire Classou, représentant le chef de l'État à la cérémonie, qui a fait à titre posthume Feu Jimmy Hope, officier de l'ordre du Mono. Cette distinction témoigne ainsi la reconnaissance par le Togo tout entier du talent de l'illustre disparu et la gratitude des plus hautes autorités du pays pour service rendu à la nation. Kossivi Egbetonyon, ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs. Il a aimé la terre qu'il a vu naître et lui est resté fidèle jusque dans les moindres détails. Je n'en veux pour preuve
que ce brillant parcours qui lui a permis de mettre le blues américain à la portée de ses compatriotes en le véhiculant dans l'une des langues de notre terroir. C'est ainsi que Jimmy était une part de nous tous et que chacun pouvait se reconnaître en lui. C'est pour cela que je voudrais transmettre à Maman Patricia Sefako et à toute sa famille le message d'affection de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Senaya Kofi Mokoko alias Jimmy Hope a de son vivant su avec ses inspirations d'artistes musiciens, plasticiens et sculpteurs impacté toutes les générations. L'ambiance à la cérémonie lorsque l'orchestre jouait certains de ses morceaux phares en est une parfaite illustration. Plusieurs voix se sont élevées pour exprimer la grandeur du défunt artiste que nous pleurons tous aujourd'hui. Parmi elles, des artistes qui saluent l'initiative du gouvernement. Je tiens à jeter des fleurs pour l'État togolais, pour l'hommage rendu à Jimmy Hope. On est fiers, on est content pour cela. J'aurais préféré qu'il soit en vie et qu'on le décore. Je crois que c'est une reconnaissance pour tout ce qu'il a fait. Parce que Jimmy Hope est un grand baobab et il nous a laissé beaucoup de choses. Je ne peux que remercier le chef de l'État qui s'est engagé à lui faire ce honneur. La famille Senaya a saisi l'occasion pour remercier le président de la République fort, Esatsoumana Gnassingbé, et tous les Togolais pour leur soutien depuis la disparition le 5 août dernier de leur fils Jimmy Hope. Un grand concert à sa mémoire est prévu vendredi prochain 13 septembre au stade municipal de Lomé. Opération Togo propre de tous les samedis du mois, de tous les premiers samedis du mois, les personnels de la préfecture du Golfe et ceux du centre médico-social de Djidjolé, appuyés par les membres du mouvement fort et grand, ont mis au propre ce matin les locaux de ce centre 6 à Djidjolé. Ces opérations de salubrité publique et mensuelles ont été instituées par le gouvernement dans le souci de préserver notre environnement et de protéger les Togolais contre les maladies de toutes sortes. Dangboui Atchoujak, chef division des ressources humaines et de l'action sociale à la préfecture du Golfe. Nous avions remarqué que ce centre mérite d'être rendu propre. C'est pourquoi le préfet, en collaboration avec l'association Togo Fort et Grand, nous avions choisi ce site pour aménager le site parce que les patients qui arrivent ici ont besoin d'un centre propre. Donc, pour que cette journée soit observée, nous allons toujours continuer par maintenir ce centre propre et demander aux usagers et aux populations de passer de temps en temps pour maintenir le centre propre. Rideau hier sur les activités au programme de Péléphonie, bien entendu, édition 2019. Ce cadre d'échange sur la sauvegarde du riche patrimoine culturel de la préfecture de Pélé et de ses environs a coïncidé avec les 15 ans du festival Agro-Bioculture. Amara Moussa. Ce n'est pas la première fois qu'on fait ça. On fait ça à toutes les rentrées depuis qu'on a créé notre ONG. Il faut encadrer l'enfant pour qu'il aille bien à l'école, pour qu'il sache qu'il est l'avenir du monde. On leur a offert des choses très minimes, ils sont à peu près 200. Ils viennent de notre quartier et des quartiers alentours. Nous le disions tantôt, Rideau, hier sur les activités au programme de Péléphonie édition 2019. Ce cadre d'échange sur la sauvegarde du riche patrimoine culturel de la préfecture de Pélé et de ses environs a coïncidé avec les 15 ans du festival Agro-Bioculture. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions. L'ONG Entraide, encadrement technique et réalisation pour le développement durable a offert hier à Lomé des fournitures scolaires aux enfants démunis du quartier de Doumassessé dans la banlieue de Lomé. En posant un tel geste, l'organisation veut œuvrer pour l'éducation des enfants démunis. Il s'agit aussi de leur permettre de bien commencer la rentrée scolaire 2019-2020. Camara Max Edson Kokwe, Louise, présidente de l'ONG Entraide.
Ce n'est pas la première fois qu'on fait ça. On fait ça à toutes les rentrées depuis qu'on a créé notre ONG. Il faut encadrer l'enfant pour qu'il aille bien à l'école, pour qu'il sache qu'il est l'avenir du monde. On leur a offert des choses très minimes. Ils sont à peu près 200. Ils viennent de notre quartier et des quartiers alentours, du Bas-Séché et de ceux qui sont alentours à D8. Et nous le faisons comme ça en catimini et on fait le tour des écoles aussi. Quand on a fini chez nous ici, les écoles nous appellent pour nous dire quelles sont les dates qui leur sont agréable et on y va, on va faire pour quelques écoles. La santé de la reproduction et le VIH préoccupent le Conseil national de lutte contre le sida. Pour une bonne gestion du domaine, le Conseil national a initié hier une journée de sensibilisation à l'intention des leaders religieux de l'OMU commune. Objectif, les outiller sur la situation du VIH dans le monde et sur les enjeux de la procréation. Il s'est aussi agi de la lutte contre la stigmatisation. Amos Kenyide Damien, coordinateur adjoint du Conseil national de lutte contre le sida. Nous pensons que les leaders religieux devront être les porte-parole de la lutte afin d'atteindre les 3,90 qui sont du moins recommandés par l'ONU-SIDA. Et les messages qu'ils véhiculent souvent sont des messages qui sont écoutés. Et vu sous cet angle-là, la stigmatisation, la discrimination sont les deux fléaux qui minent la lutte contre le sida. Quand on parle de VIH, il faut voir à côté la protection des droits humains. Donc, leurs droits, à tous égards, doivent être respectés. Organisée en collaboration avec la Direction régionale de la santé et l'Association des confessions religieuses du Togo pour le développement et la santé, cette sensibilisation permettra aux leaders religieux de servir de relais auprès des populations à la base. Cette sensibilisation a déjà eu lieu dans les régions des savanes, de la Kara, des plateaux ainsi que dans les régions maritimes et centrales. La Caisse nationale de sécurité sociale passe à l'application du Code de sécurité sociale. Elle appelle les employeurs sur toute l'étendue du territoire national à se conformer au dit code en déclarant leurs employés et en immatriculant leur société. Cette institution, qui s'était contentée d'un simple contrôle à travers tout le territoire, sensibilisant ses employeurs quant au respect de leurs obligations légales, relève encore des irrégularités dans la situation de plusieurs employeurs. D'où le thème de la rencontre, obligations légales en matière de sécurité sociale des employeurs établis sur l'ensemble du territoire national. Justin Tchilabalo-Pilanté, directeur des prestations à la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est un droit fondamental. C'est un droit qui est consacré par des instruments internationaux. La déclaration de Philadelphie, la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la convention 102 de l'OIT que notre pays a ratifiée, puis notre loi fondamentale, la Constitution. Donc c'est légal, c'est obligatoire. Pour faire mieux, comme on le dit, c'est un régime à titre obligatoire. Donc, dès lors que vous relevez du champ, comme on l'a vu tout à l'heure, obligatoirement, vous devez être affilié, on doit verser des cotisations pour vous. Et puis, cette virgule nécrologique d'Eti Kosi Ametonyona dit Papari de Tou Tchamigan, animateur à Radio Lomé, a été conduit ce matin à sa dernière demeure. Le Burkina Faso accueille le 13 septembre prochain un sommet du G5 Sahel sur l'énergie. Ce sommet des chefs d'État des pays membres du regroupement sera axé sur l'initiative Desert to Power et se tiendra sous le thème « Exploiter l'énergie solaire pour le développement socio-économique des pays du G5 Sahel ». Au cours de cette rencontre, des experts présenteront l'initiative Desert to Power dans l'espace G5 Sahel qui vise à exploiter le potentiel solaire de la région sahélienne du Sénégal jusqu'à l'Éthiopie afin de faciliter l'accès à l'électricité pour 250 millions de personnes. En marge du sommet, il est prévu une table ronde des ministres de l'énergie du G5 Sahel et des partenaires de développement sur l'analyse des actions prioritaires et des priorités par pays.
Au Bénin, 4 mois après les élections législatives, Patrice Talon, le président béninois, a procédé jeudi à un léger remaniement gouvernemental portant la nouvelle équipe à 24 ministres, dont 5 femmes. Pas de grands changements pour le 4e gouvernement depuis l'arrivée au pouvoir de Talon en avril 2016. On compte 6 nouveaux venus et 3 départs. Le pape François est depuis hier à Madagascar, deuxième étape de son voyage sur le continent. Ce matin, devant les autorités politiques, civiles et religieuses malgaches, le souverain pontife a recommandé la création d'emplois et d'activités génératrices de revenus qui respectent l'environnement et aident les personnes à sortir de la pauvreté. Bénédicte Kanda. Feux de forêt, braconnage, coupe effrénée de bois précieux, exportation illégale, les causes de la déforestation excessive au profit de quelques-uns sont multiples selon le pape. Pour lui, ces pratiques compromettent l'avenir du pays. Occasion pour le Saint-Père de pousser un cri d'alarme en suggérant aux autorités de créer des emplois respectueux de l'environnement et de lutter contre la corruption. Plus généralement, le pape a encouragé le pays à lutter contre la corruption et la spéculation qui augmentent les disparités sociales. Après l'étape du Mozambique, le chef de l'Église catholique vient reconforter la foi des Malgaches et pas seulement des catholiques. Le voyage à Madagascar du pape François a été préparé avec le Conseil œcuménique malgache qui rassemble les différentes églises chrétiennes du pays, catholiques et protestantes, et qui fête ces jours-ci ses 40 années d'existence et de cheminement commun. Les représentants des fédérations protestantes vont dialoguer avec le pape juste après sa rencontre avec les évêques catholiques malgaches. Une rencontre est également prévue entre le Saint-Père et la communauté musulmane. Le président actuel, Ange Rajoel, a été l'un des premiers dirigeants politiques à rencontrer le pape François en 2013, juste après l'élection de ce dernier. Il voulait lui marquer sa dévotion. Et nous abordons la deuxième partie de ce journal magazine, invité du journal. La haute autorité de prévention de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plucia a poursuivi mardi dernier la sensibilisation des populations de la préfecture du Golfe sur les conséquences de la corruption et des infractions assimilées. Durant cette campagne, il sert notamment à agir des causes, des impacts de la corruption sur l'économie nationale, de la répression des actes de corruption et des infractions assimilées. Il est aussi dit que c'était l'inauguration d'une ère de zéro tolérance à l'égard de ce fléau. Nous recevons ce samedi M. Essoran Ouiao. Il est le président de Aplucia. Il nous entretiendra sur le sujet. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Monsieur Nabédé. Oui, et tout d'abord, parlez-nous d'abord de cette institution que vous dirigez, la Aplucia. Je veux dire, depuis sa date de création, ses missions et le reste. La haute autorité de prévention de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, en abrégé, la Aplucia a été créée par la loi 2015-006 du 28 juillet 2015. Elle a reçu 2 missions principales. La première, c'est la prévention. La seconde, c'est la répression des actes de corruption et infractions assimilées. Oui, merci Monsieur le Président. Et dites-nous, que désigne-t-on selon la loi par infractions assimilées? Les infractions assimilées qui sont d'autres formes d'atteinte à l'économie nationale, à l'économie du pays, au bien de l'État, au bien public, qui étaient soit des infractions autonomes ou bien des infractions nouvelles qui ont été créées pour renforcer la lutte contre la corruption des infractions assimilées. Donc à côté de la corruption classique, on a ces infractions qu'on assimile également à la corruption parce qu'elle porte aussi atteinte au bien public, aux finances publiques, au patrimoine de l'État. Et si nous allons un peu plus loin, je vais vous demander de savoir et la lutte ou la répression, comment peut-on parler de ça? Lutte ou répression? Oui, bon, la lutte
le législateur togolais a voulu distinguer entre prévention et lutte, alors qu'en réalité, dans la lutte, il y a la prévention et puis la répression. On aurait pu dire simplement la lutte qui comprenne la prévention, mais là, le législateur togolais voulait insister sur la terminologie de prévention. Il a distingué entre la prévention et la lutte. En disant la lutte, comprenez simplement la répression. Oui, la répression, ça désigne quoi? À quoi est-ce qu'on peut faire Quand on parle de la répression, c'est depuis la dénonciation des actes de corruption et infractions assimilées, des investigations, l'engagement de poursuite jusqu'au jugement de l'affaire. Cet ensemble-là s'appelle répression. Et dites-nous justement, quelles sont donc les peines encourues? Les peines, il y a la corruption classique, qui a ses peines, il y a les infractions assimilées, c'est une dizaine, qui ont aussi leurs peines. Si nous prenons la corruption classique, oui, c'est-à-dire qui est définie comme étant un comportement pénalement incriminé par lequel sont sollicités, acceptés, demandés, offerts, proposés des avantages quelconques à un détenteur de pouvoir reçu en délégation, vous considérez la face, vous s'abstenez simplement de faire. Cette corruption classique, la peine courante, la peine prévue par le nouveau code pénal, c'est 5 à 10 ans. 5 à 10 ans. Et en cas de circonstances aggravantes, la peine peut être portée de 10 à 20 ans. Sans oublier les peines d'amende. La peine d'amende, tout ce que vous aurez reçu bien offert comme pour de vin, l'amende, c'est le double de ce que vous aurez reçu ou bien ce que vous aurez offert. Ça, c'est pour la corruption au sens classique. Maintenant, si nous allons aux infractions assimilées, bon, je vais prendre l'exemple de détournement de biens publics. C'est une infraction assimilée. Et la peine légère, c'est 5 à 10 ans. Selon la peine est proportionnée par rapport au montant de données que vous auriez détourné. Si vous détournez maximum de jusqu'à la limite de 10 millions, vous encourez une peine de réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Entre 10 millions et 100 millions, vous encourez une peine de réclusion criminelle de 10 à 20 ans. Au-delà de 100 millions, le code pénal dit que c'est le maximum de la réclusion criminelle, qui est pour le moment 50 ans de réclusion criminelle. Et puis l'amende, c'est toujours le double de ce que vous aurez offert ou bien ce que vous aurez reçu. Je voudrais préciser que la corruption met en présence deux protagonistes, un corrompu et un corrupteur. Donc, le corrompu, lui, il le sollicite, il le reçoit, il accepte. Il s'agit de la corruption passive. Le corrupteur, lui, c'est lui qui offre, il donne, il propose. Ça fait que la corruption met toujours en présence des acolytes. C'est la même peine pour les deux. Oui, et vous parlez vous avez mis des limites là, 2 millions, 10 millions, ainsi de suite. Et moins de 2 millions, est-ce qu'il y a... Non, jusqu'au maximum de 10 millions de deniers détournés, vous encourez 5 à 10 ans de réclusion. C'est la peine minimale, ça. Mais entre 10 millions et 100 millions, c'est le minimum, c'est 10 ans et le maximum, c'est 20 ans. Il revient au juge de voir si il vous applique le minimum, ou bien le maximum, ou bien le milieu. Mais au-delà de 100 millions de deniers publics détournés, vous encourez la réclusion criminelle maximale, qui est pour le moment 50 ans au Togo. Oui, les peines d'emprisonnement, oui, elles sont appuyées, enfin, la personne qui a pris redonne ce qu'elle a pris ou... Oui, l'amende, vous allez payer l'amende sur votre patrimoine propre. Mais le produit de la corruption, il fait l'objet de confiscation. Si vous êtes un agent public, vous avez reçu 5 millions pour faire un travail pour lequel vous êtes payé, on va vous retirer. Les 5 millions sont confisqués, on vous condamne à l'amende. L'amende, vous allez la chercher ailleurs. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous n'allez pas utiliser le produit de la corruption pour payer l'amende. Ça fait l'objet de confiscation d'abord.
Oui, et monsieur, votre institution a organisé une tournée de sensibilisation sur la corruption et les infractions assimilées dans la région maritime et dans Lomé commune, dans la commune de Lomé, si vous voulez. Bien, maintenant, dites-nous, monsieur le président, quelle était la thématique retenue et comment s'est déroulée donc l'opération de sensibilisation? Oui, du 22 novembre au 24 avril dernier, nous étions dans la commune de Lomé. Nous avons animé une dizaine d'ateliers au profit de toutes les couches socio-professionnelles de la commune de Lomé. Et du 8 août au 3 septembre, nous étions dans toutes les préfectures de la région maritime. À l'ordre du jour, à l'agenda de nos ateliers sont inscrits les thèmes principaux. C'est ce que nous présentons la haute autorité aux citoyens, nous leur présentons la haute autorité. Ensuite, il y a un acteur de la société civile qui vient parler des manifestations, les causes, les conséquences de la corruption. C'est la deuxième thématique. Et la troisième, nous présentons aux citoyens les dispositions du code pénal qui répriment les actes de corruption et infractions assimilées. Oui, et puis nous partageons aussi la loi qui crée l'autorité. Il y a aussi un extrait du code pénal que nous distribuons également. Oui, j'allais dire, si vous avez eu l'impression que le message est bien passé. Le message passe très bien. Il passe très bien, surtout dans les 8 préfectures, dans les maritimes, on a plus d'enthousiasme que dans le même commune. Partout, le message est bien passé. Nous avons rencontré une population engagée, motivée, qui voulait savoir, qui voulait comprendre. Une population, à l'issue de nos différentes interventions, nous avons compris que c'est une population qui a compris qu'elle doit participer au combat commun contre la corruption. Déjà, lorsque nous avons entamé dans la commune de Lomé, l'effet c'est que les dénonciations avaient commencé par pleuvoir. Donc nous estimons que ça sera le même effet au niveau des préfectures aussi. Oui, et comment, si vous devez faire un petit bilan, que diriez-vous? Il a été plus que positif parce que tous les invités arrivaient au nombre. Nous avons prévu pour toutes les préfectures 150 participants. Partout on a rencontré, tout le monde était là, tout le monde a répondu au rendez-vous. Et même les autorités locales, les préfets ne se sont pas contactés l'atelier de parti. Ils sont restés avec nous pendant 4 heures d'horloge pour suivre les présentations, pour poser des questions complémentaires. Nous commençons à 9 heures pour terminer autour de 13 heures. On ne voyait personne somnolé. Nous avons vu que c'était quand même une très belle ambiance. Et est-ce que vous ne pensez pas que des gens auraient peut-être peur de dénoncer les corrompus, les corrupteurs? Justement, notre campagne nous a permis de leur présenter les différentes manières de dénoncer sans être inquiétés. Nous leur avons présenté notre adresse qui est multiple. Nous avons une boîte postale 16 BP 117. Parce que ce n'est pas facile de dénoncer. Vous pouvez simplement mettre la dénonciation sur papier, vous glissez dans notre boîte sous anonymat, nous récupérons. Et c'est ce qui se fait depuis que nous avons commencé. C'est la voie la plus utilisée par les citoyens de Lomé pour dénoncer. Nous avons un numéro vert et dénoncer sous anonymat. Nous avons aussi un site web et des numéros, des adresses mail. Nous avons un standard, vous pouvez appeler à tout moment, ou bien à visage découvert, ou vous voulez sous anonymat. C'est ce que nous avons parlé aux populations et ils savent qu'ils peuvent vous dénoncer sans être inquiétés puisque personne ne les connaîtra. Oui, et justement, permettez-moi d'être un peu plus curieux. Oui. Les dénonciations que vous avez déjà reçues, qu'est-ce que vous en avez fait? Oui, la loi qui nous crée dit que nous recevons les plaintes et les dénonciations, que nous étayons, c'est-à-dire que nous documentons. Nous étayons par les preuves, par la documentation. Et nous, concrètement, quand nous recevons les dénonciations, nous interpellons les intéressés, nous procédons aux auditions. Et puis ça nous permettra au bout de faire une conclusion dans un sens ou dans un autre, puisque nous enquêtons à charge ou à décharge. Si au bout de l'enquête, nous constatons que
en matière de corruption, il n'en est rien. Nous classons le dossier. Si, dans le cas contraire, la loi nous prescrit de transmettre le dossier au procureur de la République qui engage les poursuites. Voilà. Et au terme de cette tournée, donc, quelles mesures comptez-vous prendre pour atteindre l'un des objectifs de la APLUSIA, qui est l'inauguration d'une nouvelle ère de tolérance zéro à l'égard des actes de corruption? Oui, c'est ça notre objectif. L'objectif pour notre campagne, c'est de mobiliser tout le monde, de conscientiser tout le monde, que tout le monde comprenne que la corruption est un mal et que c'est un frein au développement de notre pays, pour que nous tous nous puissions dire non à la corruption, pour que nous tous nous puissions résister à la corruption lorsque nous sommes sollicités, que nous puissions tous nous engager à dénoncer les actes de corruption dont nous sommes victimes, bien simplement témoins. Ce faisant, nous allons traiter la prévention comme toute maladie, et à la prévention, il y a aussi le vaccin. La prévention, c'est le vaccin, et le sérum, c'est la répression. C'est les deux armes que nous allons utiliser. Nous pensons que progressivement, nous pouvons attendre vers le but, dire qu'il n'y a plus de corruption au Togo. Ça, voilà. Oui, bon. Et je vais encore poser quel est l'état de la corruption au Togo? Oui, l'état de la corruption... C'est aussi alarmant? C'est préoccupant. C'est préoccupant parce que selon tous les indices de perception, si vous avez une note en dessous de 3, on dira que vous avez une corruption endémique, donc alarmante. À partir de 3, on sort de la zone très très rouge de corruption endémique pour entrer dans la zone de corruption préoccupante. Prenez Transparence Internationale, la Banque africaine, la Banque mondiale, notre note c'est autour de 3. Heureusement que nous sommes légèrement autour de 3 et plus. Donc la corruption est encore préoccupante dans notre pays. Voilà. Et M. Essor Hanna, président de la Haute Autorité de Prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Quel peut être votre dernier mot à l'endroit des Togolais? Oui, mon dernier mot, c'est le slogan de la Haute Autorité que je voudrais répéter à tous les citoyens. J'exhorte tout le monde, engageons-nous tous à dire non à la corruption, aux infractions assimilées. Et dire non, c'est que nous devons nous-mêmes résister lorsque nous sommes sollicités par des corrompus. Dire non, c'est aussi dénoncer tous les actes de corruption et infractions assimilées dont nous sommes victimes ou bien nous sommes simplement témoins. C'est comme ça que nous allons nettoyer notre pays pour qu'il soit économiquement, financièrement propre, pour attirer les bailleurs de fonds pour venir financer notre plan national de développement qui est porté d'espoir pour les générations actuelles et les générations futures. Merci M. Ouiao et nous vous remercions très sincèrement pour avoir répondu à cette invitation. Vivement que votre message passe et que le Togo soit arrivé à cette ère de tolérance zéro à l'égard de la corruption. C'est nous que vous remercions, M. Nabédé. Nous abordons le deuxième, le volet éco du palais à présent. 3 ans de réclusion criminelle. C'est la peine requise contre Dame Abra pour avoir volé un bébé. La scène se passe au centre hospitalier préfectoral de Palimé. Nous revenons sur les faits avec Hélène Assabi. Le 25 juillet 2013, la nommée Essor Hanam a accouché par césarienne d'un garçon au centre hospitalier préfectoral de Palimé. 3 jours plus tard, alors qu'elle était admise en salle d'hospitalisation et en l'absence de sa mère qui était à ses petits soins, Dame Abra, née en 1988, s'approcha d'elle pour l'aider à faire ses besoins. Elle se présenta comme l'ex-épouse d'une connaissance de Dame Essor Hanam. Entre-temps, elle fait croire à Dame Essor Hanam que sa mère se trouvait auprès du pédiatre et demandait qu'on lui amène le nouveau-né pour le contrôle habituel.
Lui faisant confiance de par les services qu'elle lui rendait, Dame Essoranam lui remit l'enfant avec qui Dame Abra disparut. Revenu plus tard, la mère et sa fille réalisèrent que l'enfant avait été enlevé et elles portèrent plainte à la gendarmerie qui réussit à interpeller Dame Abra. En enquête préliminaire comme à la phase d'instruction, l'inculpée a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Elle justifie son acte par la peur de perdre l'attention et le soutien financier de son concubin. En effet, Dame Abra avait eu 4 enfants avec son ancien mari, avec qui elle s'est séparée suite à des mésententes. Quelques mois après cette séparation, elle rencontra son nouveau concubin. Selon ses propos, ce dernier lui témoignait tout son amour et comblait tous ses besoins. C'est lui qui a même supporté ses frais d'apprentissage et la scolarité de ses 4 enfants. Dame Abra avait le désir de lui faire un enfant afin de consolider cet amour. Mais malheureusement, après 3 mois de grossesse, elle fit une fausse couche alors que son mari était en déplacement pour une convention chrétienne. Ayant eu peur que ce dernier ne l'abandonne en apprenant la nouvelle, elle a donc décidé de le maintenir dans l'illusion de l'existence de la grossesse en mettant des mousses sur son ventre couvertes d'une jupe qui les serrait. Par ailleurs, les renseignements recueillis sur Dame Abra révèlent que c'est une femme calme et respectueuse. Les examens psychiatriques et psychologiques soulignent aussi qu'elle ne souffre d'aucune affection pouvant entamer sa responsabilité pénale. Étant donc en possession de toutes ses facultés au moment des faits, elle fut condamnée à 3 ans de prison lors de l'audience du 21 juin 2016 par le tribunal de la Cour d'appel de Lomé. Élection présidentielle de 2020 au Togo, les états-majors des partis politiques affûtent déjà leurs âmes. Les parutions relèvent une pré-campagne d'un côté et un laxisme de l'autre. Pendant ce temps, le processus de décentralisation suit son cours avec la convocation jeudi des conseils municipaux. Et puis, Jimmy Hope fait officier de l'ordre du Mono à titre posthume. C'était hier. Revue de presse, c'est avec Léontine Atogima. Le chef de l'État fort Essozimna Nyasingbe et la nation togolaise ont rendu hommage à Jimmy Hope, notre Togo réveil. Par ses larmes, le peuple togolais s'incline devant ta mémoire renchérie Togo matin. Grâce à son art, d'une manière ou d'une autre de son vivant, Jimmy Hope a vendu la destination de notre pays, le Togo. Et un hommage posthume est le moindre, poursuit le quotidien privé. Pour le libéral, Kokou Senaya de son vrai nom rentre dans la catégorie des immortels avec un riche répertoire de sons et des œuvres artistiques à jamais indélébiles. Toujours avec le libéral, le bi-hebdomadaire relève que le processus de décentralisation est à l'étape de l'élection des maires et des adjoints dans les communes. Plus loin, le journal déroule le calendrier des premières réunions après le coup de sifflet final de la Cour suprême le 30 août dernier. Liberté abonde dans le même sens et précise que les conseils municipaux sont convoqués depuis jeudi dernier. Le processus d'élection des maires et adjoints est enclenché, ajoute-t-il. Le libéral revient et rajoute que ces élections seront sans doute l'aboutissement du processus qui mettra ainsi fin aux 30 ans de règne des délégations spéciales. Parlant de la fin du règne, la question de l'alternance en 2020 au sein des discussions de l'opposition togolaise. Selon Togo Matin, au fur et à mesure que la présidentielle approche, cela s'intensifie, alors l'on se demande s'il s'agit d'un simple slogan ou d'une ferme conviction. Du scepticisme trouve le dialogue qui écrit à sa une que l'opposition reste sceptique sur l'efficacité de ces stratégies. Fraternité, l'une autre plutôt de l'inconstance politique. Quelle peut être la stratégie adéquate, s'interroge Togo Matin. Un mea culpa conseille la lanterne. Ayant fait de leurs militants un fonds de commerce, les leaders de l'ex-coalition doivent demander pardon, indique la parution. Pendant ce temps, le parti au pouvoir, UNIR, est déjà en opération de charme sur le terrain, alors que l'opposition désorganisée s'observe et s'inquiète, remarque le Mania libéré. La manchette signale toutefois que l'ex-chef de file de l'opposition, président de l'ANC Jean-Pierre Fabre, a compris enfin qu'il n'y a pas d'ennemis en politique, mais plutôt des adversaires. Il appelle donc à une unicité d'action, retoque fraternité. Chronique de la semaine reste dubitatif. Jean-Pierre Fabre appelle à une sérieuse union de l'opposition.
Est-ce à dire que la C14 n'était pas sérieuse? Questionne l'hebdomadaire. Autre interrogation, celle-ci émane de Togo Matin, dynamique unitaire de l'opposition, mirage aux réalités. Aucune inquiétude de l'autre côté, le parti Union pour la République ménage déjà sa monture pour le voyage présidentiel. Premières universités du mouvement des jeunes du parti Unir, les jeunes promettent une victoire écrasante et éclatante en 2020, indique Togo Matin. La jeunesse du parti déjà dans la danse soutient le messager. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de Radio Lomé, c'est fini pour ce numéro de magazine Pluriel. Merci de l'avoir suivi et prochain rendez-vous samedi prochain.